l'heure de se retrouver pour votre petit point quotidien sur l'actu 100% Vendée. Aujourd'hui c'est mardi, nous sommes le 15 octobre et on a donc 26 minutes montre en main devant nous pour savoir ce qui fait vibrer ou ce que vit la Vendée en ce moment. Oui, je vais y arriver, on va y arriver. On a plein de choses à se dire. On va notamment voir si Antoine est toujours avec nous en régie. Est-ce qu'Antoine, tu es là? Oui, tu es là. Tu es prêt pour ces 26 minutes de bonne humeur? Oui, bravo, merci Antoine. Ouais. Ah, voilà, merci. Et vous avez vu que cette année, on a et le son et la voix avec Antoine, c'est incroyable. Tu n'es plus qu'une voix. Piétons et vélos la connaissent bien. De quoi suis-je en train de parler? Eh bien, de cette emblématique passerelle de l'Aiguillon-la Presqu'île. Elle est en train de disparaître. Alors, non, pas de panique, d'être remplacée plus précisément, et ce, pour des questions de sécurité. C'est un chantier exigeant qui doit être terminé en juin prochain et qui doit composer avec les marées ou encore les professionnels de la mer. Tous les détails dans quelques instants dans le journal. Ils étaient 100 à postuler, 40 seulement ont été retenus. 40 jeunes Vendéens de moins de 18 ans qui participent cette année à un tout nouveau championnat de la Fédération de pêche, le Junior Fishing Tour. Et vous allez voir que la pêche, ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter, c'est pas un truc de vieux. Et puis, c'était soir de fête de la réussite vendredi au siège du département. 115 jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui ont obtenu un diplôme au cours des derniers mois. Dans le journal, on entendra notamment Lassina, c'est un adolescent de 16 ans qui est arrivé tout seul de Côte d'Ivoire il y a quelques années. Eh bien, il vient de décrocher la médaille d'or départementale du meilleur apprenti de France en peinture et revêtement. En fin de partie, comme chaque jour, nous aurons le jeu de la matinale et cette semaine, c'est la Perle des Dieux qui est notre partenaire. Alors j'aurais bien plus à vous faire gagner qu'une seule boîte de sardines. Néanmoins, c'est une boîte de sardines millésimée et estampillée Vendée Globe, puisque c'est un coffret spécial Vendée Globe qu'on vous fait gagner cette semaine. Du côté des infos pratiques de ce mardi, eh bien c'est un temps vraiment variable pour ce début de journée, avec de la pluie, notamment dans le centre de la Vendée, un ciel plus sec normalement sur le littoral, un ciel plus sec et donc couvert et donc des températures plutôt douces, vous le voyez, 15-16 degrés d'ici à midi. Et cet après-midi, nous allons avoir du soleil pour tout le monde avec quelques nuages simplement devant, un temps légèrement brumeux, légèrement voilé, mais avec des températures eh bien quasiment estivale, 23-24 degrés, c'est un agréable mois d'octobre que nous avons. La mer, la pleine mer, elle va être à l'heure du goûter, quasiment à 16h, mais ce n'est pas forcément la principale info concernant les marées cette semaine. Moi, je vais vous parler des grandes marées. Ça va être les dernières, ou en tout cas les coefficients les plus forts de cette fin d'année 2024. C'est tout bientôt, ça commence jeudi jusqu'à samedi, et le plus fort, ça va être 112 en la journée de vendredi. Donc si vous voulez aller faire de la pêche à pied, visez plutôt vendredi. On regardera les horaires de marée le jour J. Nous emmènes-tu à Port-Joinville, dis donc Antoine? Non, je voyais une petite... Ah non, ça a l'air de ressembler au sable, ça. Ouais, c'est les Sables d'Olonne que nous avons en webcam, donc pour voir la marée. La mer est effectivement assez basse au moment où nous parlons. Du côté des marchés. Est-ce qu'on peut quitter la mer, Antoine, retrouver la bonne caméra, voilà, et nous envoyer au marché? Je sais, ça fait beaucoup de choses. On va partir du côté de Vendrennes avec un marché qui se tient sur la fin de journée de 16h à 19h sur le parking qui est face à la mairie de Vendrennes. La Tranche-sur-Mer aussi, vous avez la possibilité d'aller à la rencontre des commerçants de plein air jusqu'à 13h, place de la Liberté et sous les Halles. Enfin, un Allier, là c'est jusqu'à midi, normalement quelques commerçants qui vous attendent. Place Mendès France, c'est à côté de la maison médicale. Enfin, un petit point sur l'éphéméride du jour. Si vous connaissez des Thérèse, si vous connaissez des Aurélie, eh bien souhaitez-leur une bonne fête, les filles. C'est votre jour aujourd'hui, bonne fête à vous. Et le dicton, il est très sympa, moi je trouve, aujourd'hui. Souvent, Sainte Thérèse nous apporte un petit été. On a vu il y a quelques instants avec la météo que ce n'était pas faux. Mais surtout, jardinier, ne va pas te déshabiller.
En avril, ne te découvre pas d'un fil, eh bien en octobre, jardinier ne va pas te déshabiller. Une petite pensée aussi pour toutes les mamanges et les papanges. Là, on retrouve son sérieux. C'est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Et vous allez peut-être voir aujourd'hui des rubans roses et bleus. Eh bien, sachez que c'est le symbole de cette journée. On passe au journal. C'était un lien ténu, un petit pont construit en 1909 qui devenait trop dangereux pour les piétons et les cyclistes qui l'empruntaient. La passerelle entre les anciennes communes de La Faute et l'Aiguillon-sur-Mer est en train d'être entièrement démontée et reconstruite. Un chantier de près de 4 millions d'euros au cœur de l'Aiguillon-la Presqu'île qui devrait permettre dès l'été prochain de traverser de nouveau le Lay à l'écart des voitures. Louise Viager. C'est un chantier hautement symbolique, celui de la nouvelle passerelle à l'Aiguillon-la Presqu'île. Dédiée aux piétons et aux vélos, elle relie les deux anciennes communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer. L'ancien pont devenu dangereux a été démoli, mais la population avait montré des résistances. C'était une douleur, une véritable douleur pour la population, et pas que pour la population qui habite l'Aiguillon-la Presqu'île, mais aussi par tous ces amoureux de notre territoire qui sont venus en tous les cas à travers le siècle dernier et puis le début de ce siècle, par centaines de milliers, parce que ça représente des centaines de milliers de personnes qui sont venues ici, qui ont pêché ici à partir de ce pont, qui se sont promenés, qui ont fait du vélo sur ce petit pont et qui sont même déclaré leur flamme sur ce petit pont. L'enjeu est donc grand pour répondre aux attentes de la population locale, aux touristes et aux pêcheurs. La mobilité est l'une des priorités de la région qui investit 2 millions d'euros dans le projet. Ça fait plusieurs années, le départ a été fait par Bruno Retailleau, qui était président de la région à l'époque. Mais il y a un travail, il y a eu des réunions de travail où on a échangé sur pour garder cette symbolique. La future passerelle sera végétalisée et aménagée pour s'adapter aux usages des piétons et des cyclistes. Le chantier lui-même est ainsi ambitieux et difficile puisqu'il faut s'adapter à l'environnement. Puisque nous travaillons avec des marées, nous travaillons aussi avec des pêcheurs qui doivent passer chaque jour. En même temps, il nous faut déconstruire, puis construire. Donc techniquement, nous savions que nous devions faire appel à des entreprises très expérimentées, capables de réaliser ces travaux dans des temps très limités aussi. Je voulais que nous puissions commencer dès une fin de saison pour avoir fini la totalité des travaux pour la saison suivante. La nouvelle passerelle devrait être accessible en juin 2025. Et pour l'anecdote, cette nouvelle passerelle ne sera pas rectiligne, elle devrait onduler, et ce pour rappeler les courbes du Lay. Autre coulisse, celle du chantier de l'Arena des Sables d'Olonne. Il a servi de décor à l'opération nationale Les coulisses du bâtiment, opération de la FFB, une fédération du bâtiment qui organise ce rendez-vous depuis 2003 pour faire découvrir au grand public et notamment aux jeunes qui se cherchent une voie, ceux qui se cachent derrière les palissades d'un chantier. Au Sable, ce sont 400 collégiens ainsi que des chercheurs d'emploi qui se sont déplacés. Moi, je trouve que c'est intéressant de découvrir un peu des métiers du bâtiment. C'est impressionnant à voir. C'est intéressant. Je découvre plus l'environnement des métiers de la maçonnerie et la peinture. On présente notre métier du gros œuvre, qui est donc la construction des bâtiments essentiellement en béton armé, ce qui peut être un peu méconnu des jeunes. Et on voit bien que les jeunes découvrent cette profession. Le bâtiment a un secteur qui inspire, mais qui subit aussi actuellement de plein fouet une baisse des commandes, une situation qui préoccupe la FFB de Vendée. Vous avez deux cas de figure. Vous avez des entreprises qui sont en difficulté. Il y a des entreprises qui commencent à libérer des gens. On le voit de par justement les candidatures intérim que l'on reçoit, on en a de plus en plus. Et vous avez une autre catégorie d'entreprises qui, elle, a un carnet de commandes tout à fait correct. Pourquoi ? La Vendée avait la particularité de travailler énormément dans le pavillon neuf. Or, le pavillon neuf est le plus touché. Il n'y a plus de permis de construire, de délivrer. Et toutes les entreprises qui travaillaient pour le pavillon neuf se trouvent actuellement pratiquement sans travail et sans réel avenir. Donc c'est une vraie inquiétude de la fédération.
Une idée de sortie à présent pour ce mardi si vous habitez Terre de Montaigu. La 11e édition du forum Bien vieillir à domicile est organisée cet après-midi à Montaigu-Vendée. Rendez-vous salle Dolia, côté Saint-Georges donc, de 13h30 à 18h30 pour vous informer sur les aides, les démarches ou encore les acteurs du bien vieillir à la maison. L'entrée est gratuite et les prochains forums, eux, sont prévus à Châlons, ce sera le 3 décembre, à Fontenay-le-Comte le 25 février et à Sainte-Florence le 1er avril prochain. C'est un concours qui était apparemment attendu depuis longtemps. Un championnat de Vendée pour les pêcheurs de moins de 18 ans. 40 places pour cette première édition de pêche au leurre et une centaine de postulants. À la clé, la sélection au niveau régional puis national de ce Junior Fishing Tour. Image ici de La Ferrière à l'occasion des toutes premières heures du concours. Preuve que la discipline, vous allez l'entendre, est loin d'être un sport de vieux. Non, c'est pas un truc de vieux, ça bouge, y a des leurres qui sont de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs, il y a plein de techniques, donc chacun peut y trouver son compte. Et puis surtout, je pense qu'avant c'était le grand-père ou le papa qui donnait les conseils. Maintenant, il y a plein de youtubeurs sur internet qui expliquent tout ça, des fois mieux que nous. Donc non, c'est vraiment génial et nous on est tout aussi excités que les enfants de participer, d'organiser cette manifestation. J'avais jamais fait de concours. Donc je voulais tester qu'est-ce que je valais par rapport aux autres en fait. Si j'arrive à me démarquer ou pas. Et alors pour l'instant ? Pour l'instant je pense que je me démarque bien avec une petite perche de 31. Et puis on va voir si ça marche encore. Il n'en reste plus que 2 en Vendée, 2 comices agricoles qui traversent les décennies. Et le week-end dernier, c'était celui de la Châtaigneraie qui était organisé. Une 40e édition un petit peu particulière puisqu'elle était interdépartementale. On y a retrouvé des éleveurs de Loire-Atlantique, de Vienne, de Sarthe, des Deux-Sèvres et donc de Vendée. Simon Philippot. 180 bovins et 60 chèvres sont réunis sur la place du champ de foire. Toutes ces bêtes sont là pour participer au comice de la Châtaigneraie, une foire agricole couplée à différents concours d'élevage. C'est l'un des derniers événements de ce type à subsister en Vendée. En fait, le comice, ça a été créé il y a 40 ans à la Châtaigneraie. Et en fait, il était jumelé avec la fête foraine. Et en fait, on avait greffé à ça un concours charolais. Et alors, il y a 40 ans, ça avait commencé avec toutes les races, quoi. Et aujourd'hui, il ne reste que la charolaise qui maintient le projet, quoi. Pour les éleveurs présents, ce comice est incontournable. Au-delà des différents prix décernés, c'est surtout un moment d'échange et de partage des pratiques agricoles et aussi l'occasion de faire découvrir leur métier au grand public. Ça met en valeur notre travail. Et en fait, c'est comme une vitrine. Quand on amène les reproducteurs et les taureaux, se comparer aux autres élevages, donc on fait voir notre fonds de commerce. Quand on fait ces choses-là, il y a le côté passionnel, généralement qui se transmet de père en fils, en l'occurrence. Et puis aussi, c'est une reconnaissance de l'élevage et ça permet derrière surtout de valider les choix qui sont faits au niveau génétique et derrière de pouvoir vendre des produits pour la reproduction, en l'occurrence les mâles pour faire des taureaux reproducteurs plus tard. Certains éleveurs avaient fait l'impasse par peur de la propagation de la maladie hémorragique épizootique qui touche les bovins. Une difficulté de plus pour le secteur de l'élevage déjà en crise. Alors pour les agriculteurs, un rassemblement comme le comice, c'est une belle parenthèse et l'occasion de se montrer solidaire. Et puis c'était soir de fête au conseil départemental vendredi. 115 jeunes accompagnés par l'aide sociale à l'enfance y ont été mis à l'honneur. Tous ont décroché un diplôme au cours des derniers mois, une reconnaissance de leur engagement dans les études alors que leurs années d'écoliers, de collégiens, de lycéens, d'étudiants n'ont pas été simples. Exemple avec Caroline et Lassina, tous deux arrivés tout seuls en France il y a quelques années. Ouais, je me sens un peu heureuse d'avoir obtenu mon brevet. Je ne me pensais pas du tout capable avec mon cursus. Donc j'avais fait une année sans être scolarisée, mais je me suis épatée. Donc ça va. Très fière de moi. Et c'était mon rêve déjà, donc j'y croyais. Et je me suis donné aussi les moyens pour être là. Donc ouais, on peut dire ouais, je croyais. Mais ça n'a pas été facile aussi en vrai. J'étais courageux, motivé, donc je me disais que bon, avec tout ça, ça peut aller quoi. Donc je me suis donné à fond et puis voilà,
voilà le résultat aujourd'hui. Cette fête de la réussite est évidemment très symbolique pour les enfants comme pour les encadrants. Cela représente la concrétisation de leurs efforts. En fait, ce que l'on veut, c'est montrer qu'on peut avoir confiance et que malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie d'enfant, d'adolescent, eh bien, on peut quand même réussir. On n'est pas condamné à l'échec, on peut réussir. Il suffit tout simplement avoir envie et puis d'être accompagné. Donc ce soir, c'est aussi l'occasion de reconnaissance pour les éducateurs, mais également pour les centres de formation, le système scolaire, les assistants familiaux, les familles qui accompagnent parfois de loin, mais tout cet accompagnement, c'est aussi un des facteurs de réussite. Et ce sont un peu plus de 1500 enfants qui sont actuellement accompagnés par l'aide sociale à l'enfance en Vendée de la naissance, et ce jusqu'à l'âge de 21 ans. La météo des prochaines heures avant de passer à la deuxième partie de cette matinale, eh bien, nous nous sommes réveillés sous quelques averses, notamment dans le centre du département. Il y a de l'instabilité ce matin, ça c'est valable pour tout le monde. Le littoral peut-être sera épargné avant tout le reste de la Vendée et profitera de ce joli soleil qui nous est annoncé pour cet après-midi. Les températures seront douces, tout au long de la journée jusqu'à 23-24 degrés cet après-midi. Passons donc maintenant à la deuxième partie de cette matinale et je vous propose de commencer, plutôt je vais aller trop vite, par parler Vendée Globe. Alors, foil ou dérive, telle est la question du jour en tout cas. Quelle est la différence et à quoi sert cette sorte de rail que vous pouvez retrouver sur les bateaux qui vont prendre le départ du Vendée Globe le 10 novembre prochain? Eh bien, la réponse est avec notre tandem de choc, le journaliste TV Vendée Mathis Pires et le skipper du groupe Satov, Amaury Guérin. Foil ou dérive, si l'un est plus performant que l'autre, le skipper n'a pas forcément le choix. Dans cet épisode, on s'intéresse aux dérives. Sur un bateau du Vendée Globe, il y a deux types de voiliers. Les plus récents avec des foils et les plus anciens avec des dérives. Pendant la course, les skippers à dérive en mettent toujours une seule à la fois dans l'eau en fonction de l'inclinaison du voilier. Si le bateau est poussé par le vent de travers, il avancera en crabe, logiquement. On est obligé de rajouter ces fameuses dérives pour agir comme un rail, finalement, qui va permettre au bateau d'avancer droit et d'atteindre la destination voulue. Et donc, ces dérives, on les voit ici. Donc, elle est actuellement relevée, donc la majeure partie de la dérive est sur le pont. Mais en navigation, le skipper a la possibilité de la descendre pour qu'elle aille sous l'eau. Une fois sous l'eau, la dérive fonctionne tel un rail de train et permet à l'IMOCA de filer droit. C'est cet avantage qui lui a permis de faire son apparition sur les bateaux du Vendée Globe. Maintenant, il faut savoir que sur un Vendée Globe, la majeure partie du parcours s'effectue avec des vents portants. Et qui dit vent portant, dit peu de dérive. Le bateau va avancer droit, même en les gardant relevés. Donc la plupart du temps, sur un Vendée Globe, la dérive est sortie de l'eau, comme elle est actuellement. Pour cette édition 2024, ils seront 16 bateaux à dérive sur les 40 à être alignés au départ. Tous mis à l'eau après 2005, deux bateaux neufs ont quand même fait le choix de retourner à l'ancien système, celui de Jean Le Cam et Éric Bayon. Pour eux, les foils ne garantissent pas forcément la victoire. Mais alors, comment les dérives sont-elles utilisées pendant la course et qu'est-ce qui les différencie des foils ? La dérive, elle va être utilisée majoritairement sur les allures qui sont proches du vent, donc les allures de près et de vent de travers. On va la descendre complètement pour bénéficier au maximum de l'effet anti-dérive, pour garder le bateau sur le même rail en ligne droite. Et au contraire, quand les vents seront favorables, quand les vents seront portants, la dérive sera relevée pour limiter finalement la traînée du bateau, la traînée hydrodynamique, et permettre au bateau d'accélérer encore plus. Elle va juste faire office d'anti-dérive, même si c'est pas logique de dire ça, mais c'est vraiment l'objectif. La dérive va permettre d'éviter la dérive du bateau, de lui éviter d'avancer en crabe. Mais par contre, elle ne va pas avoir un effet d'aile d'avion, contrairement aux foils. Voilà pour les dérives. Le prochain épisode sera sur son concurrent, les foils. Et le prochain épisode, ce sera évidemment demain matin. On retrouvera Mathis et Amaury donc pour nous parler plus précisément des foils. Parlons quant à nous maintenant de l'actu des réseaux.
petit peu d'écho, oui, ça fait pas de mal, comme tous les mardis matins. Nous avons commencé à parler la semaine dernière du groupement d'employeurs Vendée. Vous savez, c'est un salarié qui est partagé entre plusieurs entreprises qui n'ont pas les moyens ou le volume de travail nécessaire pour avoir un temps plein. Mais est-ce que c'est simple, justement, de les trouver, ces salariés en groupement ? Eh bien, voici quelques éléments de réponse avec Aurélie Plane, la directrice du GEF 85. Tous les recruteurs et tous les employeurs, puisque j'en suis un, c'est compliqué. Il y a certaines fonctions sur lesquelles on n'a pas trop de mal à trouver. Notre travail au GEF 85, c'est aussi... Alors, on ne travaille pas quand on recherche de compétences. Voilà. Au GEF 85, alors ça c'est maintenant le GEF 85 qui parle, pas les GE, c'est pour nous comme une pièce de puzzle qu'on doit trouver. Donc il y a la compétence de base, mais on va plutôt aller chercher la bonne personne en termes de personnalité, de caractère, celle qui va vraiment bien matcher avec les équipes et le dirigeant, si c'est avec lui, le dirigeante, si c'est avec lui ou elle qu'elle va travailler. Et puis, on va se dire, s'il y a un potentiel d'évolution facile, de formation facile, à ce moment-là, le petit écart de compétences ou d'acquis, ça, on pourra toujours former. Voilà. Mais nous, ça, c'est notre volonté et c'est vraiment notre démarche au GEF 85, c'est d'aller trouver la bonne personne pour le bon endroit, pour que ce soit dans le temps. Parce que la durabilité de l'emploi, c'est pas que le besoin en compétences, parce qu'on se développe, c'est aussi la bonne personne pour ses équipes. Et chaque entreprise a son état d'esprit, ses gènes, son histoire, ses propres valeurs, et même d'une entreprise à une autre, vous avez souvent des entrepreneurs qui partagent dans les mêmes valeurs. Mais par contre, on ne les vit pas pareil. C'est comme ça. Donc, c'est aussi ça le travail du GEF 85 et la finesse de notre recrutement, c'est de trouver la bonne personne qui va s'inclure très facilement dans l'entreprise, quitte à aller jusqu'à l'accompagner après en temps plein direct, puisque le GEF 85, c'est un passage. C'est un sas. C'est-à-dire que si on dit qu'on accompagne dans leur développement économique nos entrepreneurs, à un moment donné, l'entrepreneur dit « j'ai besoin de temps plein » et il est évident qu'au bout de 2-3 ans, il ne va pas aller chercher ailleurs, il va proposer à notre salarié. Et après, on a des salariés qui disent parfois non, par contre. Parce qu'il y a des salariés qui, et ça c'est pour répondre aussi en complément à la question de recrutement, c'est qu'on a des salariés qui découvrent le bonheur et le plaisir du temps partagé et qui ne veulent plus en sortir. Ça, c'est vrai. Alors, on a un outil qu'on prépare pour la fin d'année, un nouvel outil d'accompagnement très spécifique au GEF pour aussi accompagner les entreprises au-delà de la mise en place du temps partagé ou du recrutement, parce qu'on fait aussi du recrutement. Au GEF 85, il y a le temps partagé, mais il y a aussi l'accompagnement RH en général. Donc aujourd'hui, on recrute pour nos adhérents, on fait de la formation, portée ou pas, formation professionnelle sur mesure, on fait du coaching individuel et d'équipe, on peut faire plein de choses. Tout ce qui touche à l'humain, ils peuvent appeler le GEF. Donc voilà. Donc il y a un bel outil qu'on va proposer à nos adhérents qui va être proposé sous format de vidéo en novembre. Ça, c'est notre prochain temps fort. Mais bon, après, il suffit d'appeler. Le prochain temps fort, c'est notre rencontre, j'ai envie de dire aux entrepreneurs. Voilà. Et en attendant ce prochain temps fort, il y a un site internet sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations concernant le groupement d'employeurs. C'est gev85.com. Passons à l'extrait du jour. Et cet extrait, c'est un petit bout de Dans le rétro. Vous savez, cette émission qui existe déjà depuis quelques mois sur TV Vendée avec le docteur en histoire Romain Trichereau. Alors aujourd'hui, Romain, il va nous parler de la guerre de 100 ans, mais pas n'importe où, et en plus qui a duré un petit peu plus de 100 ans. Écoutez. Bon, comme vous le savez, la chronique du jour est consacrée à la guerre de 100 ans. Où ça ? À Fontenay-le-Comte. Mais bon, première question, c'est quoi déjà la guerre de 100 ans ? Eh bien, c'est un conflit qui a opposé la France à l'Angleterre. Plus précisément, la France des Valois à l'Angleterre des Plantagenets, puis des Lancastres. Mais par le jeu des alliances, cette guerre a gagné toute l'Europe occidentale, jusqu'à la papauté même. L'élément déclencheur est la confiscation par Philippe VI, roi de France, des fiefs d'Édouard III, roi d'Angleterre, la Guyenne notamment. En guise de réponse, ce dernier revendiquera la couronne de France. Rien que ça. Mais il n'est pas de la gueule, lui, dis donc. Et puis surtout, cette guerre, c'est un mensonge. Parce qu'elle n'a pas duré 100 ans. Mais 116 ans, précisément, s'étalant sur 2 siècles, de 1337 à 1453. Et puis il s'agit surtout d'une série de guerres entrecoupées de trêves, la plus longue s'étalant quand même de 1389 à 1411. Et la suite, eh bien, vous allez pouvoir le retrouver sur TV Vendée à 16h05, 19h05 ou encore 22h, ou alors dès maintenant, si vous êtes trop impatient, sur tvvendée.fr. Place au jeu.
Et donc c'est un des rares moments dans la matinale où vous allez pouvoir me voir poser à côté d'une boîte de sardines. Je ne sais pas qui éclipse l'autre. Une boîte de sardines, c'est pas n'importe laquelle. C'est celle de notre partenaire de la semaine, la Perle des Dieux, puisque l'un d'entre vous va pouvoir repartir avec un coffret spécial pour à l'occasion de la 10e édition du Vendée Globe, avec plusieurs boîtes de sardines millésimées à l'intérieur, dont celle évidemment de la 10e édition Vendée Globe sardines millésimées de Vendée, évidemment de Saint-Gilles, c'est encore mieux. Dans quel jardin Marion a-t-elle tourné cet épisode de Bienvenue au Jardin? Regardez les images, ce qui importe, c'est évidemment ce que vous allez voir. Dans quel jardin Marion a-t-elle tourné cet épisode de Bienvenue au Jardin? C'est celui qui a été diffusé le week-end dernier. 16 carrés et un cadran solaire en son centre le compose. Ça, c'est l'indice du jour. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Là-dessus, moi, je vous laisse phosphorer et je vous donne rendez-vous demain matin dès 7h sur TV Vendée pour une nouvelle matinale. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.